altitude, donc il y a la première partie, je reprends un petit peu si vous voulez, les principes physiopathologiques, ce qui se passe lorsque un organisme est exposé à un travail en altitude. Je crois qu'il y a quelqu'un qui demande l'accès. Voilà. Accepter. Et puis après, on aura une deuxième partie qui concernera les effets pathologiques qui en découlent, si vous voulez, donc tout ce qui est pathologie liée au travail en altitude. Donc, il faut savoir que le travail actuellement dans une zone qui est située en haute altitude, ça devient de plus en plus fréquent. Et c'est pour ça que il va falloir être vigilant concernant la délivrance de l'aptitude médicale à des travaux, à des personnes qui réalisent des travaux en haute altitude, parce que vous allez voir qu'il existe des risques qui y sont associés et qu'il y a des mesures particulières pour assurer la santé et la sécurité de ces travailleurs qui sont emmenés à travailler à des altitudes qui sont hautes. Ajoutez au fait qu'il y a des risques qui sont propres à l'exposition au travail en haute altitude, donc il y a des pathologies qui leur sont propres. Il faut savoir qu'actuellement, les travailleurs qui y exercent, on observe que leur âge moyen a tendance également à s'élargir. Et du coup, ça peut être des personnes qui ont la cinquantaine, 55 ans, donc chez lesquelles il peut y avoir apparition de pathologies qui sont liées un petit peu à l'âge. Je pense en particulier à l'hypertension artérielle, le diabète et toutes ces pathologies. Donc, ça va venir aggraver cette exposition à ce travail en altitude. Parce qu'autrefois, le travail en altitude était un travail qui était… c'était pas un travail, c'était plutôt des activités de loisirs. À l'époque, c'était réservé. Aller dans des zones en haute altitude, c'était réservé à des activités sportives, mais aussi à des exploits. Je pense particulièrement aux alpinistes qui allaient en hauteur. Mais maintenant, vous allez voir tout à l'heure qu'il existe maintenant de véritables travaux. Il y a des métiers qui sont réalisés dans ces zones-là. Alors, c'est quoi l'altitude? L'altitude, si on voit la définition du dictionnaire, l'altitude, c'est l'élévation d'un point ou d'un lieu par rapport au niveau de la mer. En fait, ça, c'est une définition qui est académique, mais en réalité, nous, en tant que médecins, nous travaillons principalement sur une définition qu'on appelle une définition biologique. Cette définition biologique, dans laquelle on distingue 4 niveaux d'altitude, et ces 4 niveaux sont déterminés, ils sont déterminés en fonction des effets de cette altitude sur l'organisme, des effets observés. Mais il faut savoir aussi que ces niveaux ne sont que des limites indicatives, puisque les effets de l'altitude sur l'organisme vont dépendre déjà, bien entendu, de l'altitude en elle-même en valeur absolue, mais également de la température, de la latitude et aussi de la susceptibilité individuelle à l'hypoxie. Et vous allez voir d'où vient cette hypoxie. À partir de là, c'est ce que je vous disais, on distingue 4 niveaux d'altitude si on se réfère à la définition biologique. Il y a ce qu'on appelle la basse altitude. La basse altitude, c'est tout ce qui est en dessous de 1000 mètres. En dessous de 1000 mètres, chez un individu sain, il n'y a aucun effet qui est ressenti aussi bien au repos comme à l'exercice. Est-ce que vous m'entendez? Oui, parfaitement. Oui, oui, c'est bon. Après, on a la moyenne altitude, c'est-à-dire entre 1000 à 2000 mètres. À ce moment-là, la personne, elle peut ressentir des effets, mais simplement lorsqu'elle fait un effort maximal. À ce niveau d'altitude, la consommation d'oxygène maximale va diminuer, mais il n'y a pas de pathologie liée à l'altitude.
Troisième niveau biologique, donc ce sont ceux qui varient de 2000 à 5500 mètres. On voit que les effets de l'hypoxie vont se faire ressentir d'abord à l'effort puis au repos. On a une clinique qui va être d'évolution croissante et elle varie selon les sujets, mais une grande majorité des sujets vont commencer à ressentir les effets de l'altitude à partir de 3000 mètres. Ensuite, on a le quatrième et dernier niveau, c'est ce qu'on appelle la très haute altitude. C'est tout ce qui est au-dessus de 5500 mètres. Il faut savoir qu'à des niveaux de ce type, la vie permanente, elle est impossible. Des personnes peuvent y passer de façon très brève, même sans oxygène, mais encore faut-il qu'elles soient acclimatées. Et il faut savoir qu'à partir de ce niveau d'altitude, il existe une zone où l'hypoxie est telle qu'elle est incompatible avec la vie. C'est ce qu'on appelle la zone de mort ou la dead zone, qui est située au-dessus de 7500 mètres. C'est-à-dire c'est un niveau au-delà duquel il n'est pas du tout compatible avec la vie. Alors vous allez me dire, en Algérie, est-ce qu'on est concerné? Quels sont les plus hauts niveaux d'altitude en Algérie? Eh bien, on a quelques points culminants. On a trois principaux points culminants dans notre géographie. On n'atteint pas de très haute hauteur, mais tout de même. Donc, c'est l'El Ardija au Djurdjura, qui fait 2308 mètres de hauteur. On a le Chelia aux Aurès, 2328 mètres. On a le Tahat au Hogar, qui fait 2918 mètres. Ce sont ceux-là, ces trois points, qui sont les points les plus hauts en Algérie. Donc, on peut dire finalement qu'on se situe généralement et il existe des endroits de haute altitude. Et c'est pourquoi vous devez connaître ce type de pathologie. Alors, tout à l'heure, je vous avais dit, je crois qu'il y a quelqu'un qui demande l'accès. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit que maintenant, c'est des endroits qui ne sont pas seulement réservés à des activités sportives. Il y a aussi des métiers qui gravitent dans ces endroits-là. Par exemple, tous ceux qui vont travailler dans les installations sportives, les stations de ski. Ils vont être exposés aux méfaits de l'altitude. Il y a les astronomes, les ingénieurs, parce que vous savez que dans les hauteurs, on place généralement des observatoires et il y a cette catégorie de professionnels qui y exercent de façon permanente. On a certains travaux de mine et de prospection pétrolière. Ça concerne un seul pays qui est très haut, c'est le Chili. Au Chili, c'est un pays en fait qui est situé en altitude. Ils sont déjà surélevés. On a les sauveteurs secouristes, donc en montagne. On a les médecins de secours en montagne. On a les pilotes d'hélicoptères qui peuvent aller dans les zones de haute altitude. On a tout le secteur du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, donc principalement au niveau des stations de ski. Là, j'ai énuméré les principales professions, mais il en existe d'autres. Donc, vous voyez que finalement, la haute altitude n'est pas exclusivement réservée à des activités de loisirs. Parce qu'effectivement, il y a des activités de loisirs, il y a des observatoires, mais dans ces endroits, il y a quand même un personnel qui gravite autour. Lorsqu'une personne travaille en altitude, elle va être exposée à des contraintes. Les principales contraintes, il faut les retenir, elles sont au nombre de 3 et on va les développer une à une. On a d'abord les contraintes qui vont être liées à l'hypobarie. Après, on a les contraintes qui vont être liées à l'hypoxie. Et enfin, en troisième, on a les contraintes qui sont liées à l'environnement. L'environnement montagnard est assez particulier et il a ses propres contraintes qu'on énumérera. On va commencer par les contraintes qui sont liées à l'hypobarie. Il faut savoir que la pression atmosphérique,
va diminuer à mesure que l'altitude augmente. C'est le contraire de l'hyperbarie. Pour l'hyperbarie, vous aviez vu que quand on plongeait, plus on plonge profondément, plus la pression va augmenter. Là, c'est l'inverse. La pression, plus on monte en hauteur, en altitude, plus la pression atmosphérique va diminuer. Mais il faut savoir que cette pression atmosphérique, elle ne dépend pas uniquement de l'altitude. Il y a d'autres paramètres qui vont cette pression. Je pense en particulier à ce qu'on appelle la latitude. Je vais vous montrer une diapo pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. La latitude, donc pour une altitude donnée, la pression atmosphérique dépend également de la latitude, donc elle diminue au fur et à mesure qu'on s'éloigne de l'équateur et des conditions météorologiques. Donc l'altitude, c'est la distance angulaire d'un point de la Terre par rapport à l'équateur. Alors regardez bien, sur ça c'est le globe terrestre, ça c'est l'équateur, et puis tous ces traits-là, ils ont des coordonnées angulaires et ça s'appelle de la latitude. Alors si on est, par exemple, si on est à la même hauteur, à altitude égale, à l'angle 60N et le 30N, eh bien, on avait dit que plus on s'éloignait de l'équateur, plus la pression, c'est ce qu'on a dit, plus la pression va diminuer. Vous me suivez? Oui. 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 Donc, la personne qui est à 30 N et qui est à la même hauteur qu'une autre personne qui est à 60 N, à la même hauteur, à la même altitude, la pression barométrique, elle va être encore plus basse au niveau de 60 N. C'est un effet cumulatif entre la latitude et l'altitude. 60 N étant plus éloigné de l'équateur que la personne qui est à 30 N, ce qui fait qu'à altitude égale, la pression barométrique, elle va être encore plus basse à 60 N que 30 N. C'est clair? Oui. 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 Donc, je disais que la pression barométrique, elle chute avec l'altitude, mais il faut savoir que cette pression barométrique, elle va entraîner, en chutant, elle va aussi entraîner une diminution de la pression partielle de l'oxygène dans l'air qui est inspiré. Donc, regardez, pour la pression barométrique qui est en fonction, qui diminue en fonction de l'altitude. Donc, regardez par exemple le mont Everest qui est à 8848. Vous voyez que la pression barométrique, elle est entre 200 et 300. Alors que, par exemple, à Mexico, où il y a une altitude qui est une ville située sur une altitude de 2235, donc vous voyez bien que la pression barométrique, elle avoisine les 600. Donc plus on monte, plus la pression barométrique diminue et avec elle, la pression d'oxygène, la pression partielle d'oxygène dans l'air qui est inspiré. Et donc, si la pression partielle diminue en oxygène inspiré, diminue avec l'altitude, vous allez avoir en cascade toutes les pressions en oxygène qui vont diminuer, à savoir la pression alvéolaire artérielle, la pression alvéolaire, la pression artérielle, la pression tissulaire et mitochondriale qui vont être réduites, et ça va aboutir à une hypoxie cellulaire. C'est clair? Oui. Oui. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est J'espère clair. que je ne suis pas en train de parler toute seule, que vous n'avez pas laissé votre écran et que vous êtes ailleurs.
Bon, Non, On est toujours là, avec professeur. vous. j'espère. On est là, Je ne suis pas professeur. très emballée par ce mode d'enseignement, mais bon. Donc, plus on monte, plus la pression barométrique diminue, plus la pression barométrique diminue, plus la pression partielle en oxygène dans l'air inspiré va diminuer. Et donc, du coup, toutes les pressions, c'est-à-dire que ça va aller de la pression d'oxygène au niveau de l'alvéole jusque dans la cellule, vont être diminuées. Et on aboutit à une hypoxie cellulaire. Donc, c'est l'hypoxémie qui va entraîner une diminution de l'oxygène distribué au tissu. On parle alors d'hypoxie. En montant en altitude, l'être humain va donc s'exposer à une hypoxémie et à l'hypoxie. C'est pourquoi dans le travail en altitude, l'hypoxie, ça va être une contrainte qui est inévitable. Alors, cette hypoxie, en altitude, il faut bien distinguer deux situations. On va être dans les premières dizaines d'heures d'exposition à l'altitude, on aura ce qu'on appelle une hypoxie aiguë. Après une exposition qui est prolongée, on sera face à une hypoxie qui va être chronique. Pour les contraintes liées à l'environnement, c'est un environnement, comme je vous ai dit tout à l'heure, montagnard. Il a ses propres caractéristiques et on sait qu'en montagne, la première contrainte, ça va être le froid. Et le froid lui-même, en altitude, va dépendre aussi de plusieurs facteurs. Il va dépendre de l'altitude elle-même, c'est-à-dire que la température de l'air diminue de 0,85 degrés à chaque fois qu'on monte de 100 mètres. C'est pour ça qu'il fait plus froid dans les... Par exemple, si vous prenez Alger, ceux qui habitent en bord de mer, les températures sont moins basses que ceux qui habitent, par exemple, tout à fait à Bouzarea ou Djebel Koko. Là, il va être plus froid. Parce que plus on monte de 100 mètres, plus tous les 100 mètres, ça descend de 0,85. Il fait plus froid dans les montagnes de Kabylie ou de Blida qu'à Alger. Ensuite, il va dépendre aussi de la latitude. Il fait plus froid au fur et à mesure que l'on s'approche des pôles, que ce soit le pôle sud ou le pôle nord. On a l'hygrométrie de l'air ambiant. Il va participer à la perte de chaleur de l'organisme. Vous avez fait l'ambiance thermique et vous savez que l'hygrométrie favorise du moins la perte de chaleur par l'organisme. Et enfin, on a le vent. Le vent, c'est l'effet wind chill, c'est-à-dire le vent, il ne modifie pas la température de l'air ambiant, mais en réalité, il déplace la couche d'air qui enveloppe le corps et qui avait un pouvoir isolant. Alors, par exemple, pour l'effet windshield, regardez, lorsque la température, s'il fait 0 alors qu'il n'y a pas de vent, bon, il fait 0, il n'y a pas de vent, on ressent le 0. Mais s'il y a une vitesse de vent, il y a du vent à 5 mètres par seconde et qu'il fait 0 degré en réalité, en fait, la personne va ressentir moins 8. Et s'il y a une vitesse de vent de 20 mètres par seconde, la personne carrément pourra ressentir moins 18. Donc la température ressentie par l'organisme en fonction de la température et de la vitesse du vent, ça veut dire que plus il y a du vent, plus le ressenti sera bas. Ça, c'était pour le froid. La deuxième contrainte liée à l'environnement, c'est l'hydratation et l'alimentation. Quand on est dans un tel environnement d'altitude, toujours se dire, on craint l'hypoxie, l'hypothermie, l'hypohydratation et l'hypoglycémie. On a le rayonnement solaire.
L'intensité du rayonnement solaire augmente avec l'altitude et surtout les ultraviolets. En même temps, l'absorption des ultraviolets par l'atmosphère va diminuer de plus de 1% tous les 100 mètres. Et en plus, le réfléchissement du rayonnement solaire par la glace et la neige peut aller jusqu'à 90% et par l'atmosphère jusqu'à 50%. Le rayonnement ultraviolet est bien sûr plus fort en été, il est maximal entre 10 et 14 heures et il augmente au niveau de l'équateur. Autre contrainte liée à l'environnement, c'est les dangers de l'environnement montagnard, c'est les risques de chute, les risques d'éboulement, les risques d'avalanche, la foudre. On a aussi une autre contrainte, c'est la sécheresse de l'air. Plus on monte dans l'altitude, plus l'air devient sec. Or, on le sait, l'humidification de l'air est importante parce qu'elle a pour rôle d'éviter l'assèchement des muqueuses respiratoires et des parois alvéolaires, ce qui va provoquer une irritation et une limitation des échanges gazeux. Il y a l'isolement. Les lieux élevés en altitude sont majoritairement éloignés des moyens de transport et donc des possibilités d'évacuation en cas de nécessité médicale. Donc, même s'il y a des services de secours efficaces avec hélicoptères disponibles, eux-mêmes, ils vont être dépendants des conditions météorologiques et des moyens de communication qui sont également très difficiles avec une très mauvaise couverture en réseau de téléphonie cellulaire. Donc, qui peut me reprendre un petit peu tout ce qui est... qu'est-ce qui se passe avec le docteur Chebini? Oui? Et qu'est-ce que vous avez retenu? Oui? En fait, ce qu'il faut retenir, ce que vous devez retenir, donc je vais récapituler, c'est qu'il y a des niveaux d'altitude, mais qui sont totalement, c'est indicatif, parce qu'il y a d'autres paramètres qui vont venir aggraver la situation. Il y a la température, la latitude, la susceptibilité individuelle. On a dit que beaucoup de professions sont concernées, et ces personnes qui exercent en milieu, donc en haute altitude, elles sont principalement confrontées à 3 types de contraintes, à l'hypobarie, l'hypoxie, l'hypobarie, et aux contraintes qui sont liées à l'environnement. Plus on monte, plus la pression atmosphérique va diminuer, donc c'est l'hypobarie, et plus elle diminue, plus la fraction d'oxygène qui est inspirée dans l'air va diminuer, et du coup, on avait dit qu'on va avoir toutes les pressions d'oxygène qui vont diminuer, c'est-à-dire de l'alvéolaire jusqu'à mitochondrial. Et finalement, on aura une hypoxémie qui va entraîner une diminution de l'oxygène qui va être distribué au tissu. On parle d'hypoxie. Et quand on monte en altitude, l'humain va s'exposer donc à l'hypoxémie, à l'hypoxie. Et on sait que l'hypoxie, c'est une contrainte qui va être inévitable. Après, on a 2 grandes situations. Hypoxie aiguë, dans la dizaine d'heures, elles surviennent dans la dizaine d'heures après l'exposition, le début de l'exposition à l'altitude. Ensuite, à l'hypoxie chronique, ce sont ceux qui vont avoir une exposition qui est prolongée. Ensuite, on a toutes ces contraintes. À cette hypoxie-hypobarie va venir se rajouter d'autres contraintes qui sont liées à cet environnement très particulier. On a le froid, qui lui-même dépend de certains facteurs. On a l'hydratation et l'alimentation.
On a le rayonnement solaire qui va être plus intense en altitude. On a les dangers de l'environnement montagnard en lui-même. On a l'air qui est plus sec. On a l'isolement, d'autant plus que dans cet isolement, même les secours auront des difficultés à y accéder. Ils sont eux-mêmes tributaires des conditions météorologiques avec des moyens de communication qui sont limites puisqu'il y a généralement une mauvaise couverture réseau. Alors, à ces contraintes, comment l'organisme va réagir? Comment est-ce qu'il va s'adapter? Il y a des adaptations. Malgré ce qu'on vient de citer, il y a toujours des personnes qui travaillent en altitude. Ça veut dire que l'organisme a des capacités d'adaptation. Alors, on a vu que l'exposition à l'altitude va entraîner une hypoxie hypobare. Ça y est, c'est clair. Donc, l'organisme va mettre en jeu des mécanismes adaptatifs qui vont lui permettre de limiter les effets de cette altitude. Donc, la réponse de l'organisme, elle va se faire en fonction de l'intensité, de la rapidité de l'exposition à l'hypoxie hypobare. Mais attention, il y a des fois ces mécanismes qui peuvent être pris en défaut. Alors immédiatement, comment va réagir l'organisme face à une hypoxie aiguë? L'hypoxie aiguë, c'est l'exposition à l'altitude, c'est-à-dire que c'est les effets qui surviennent dans les quelques heures qui suivent le début de l'exposition. Eh bien, l'action immédiate de l'hypoxie aiguë d'altitude, il va y avoir une stimulation des chémorécepteurs carotidiens avec deux conséquences. On va avoir une hyperventilation et une activation du système adrénergique. Donc, on va avoir le cœur et la respiration qui vont s'accélérer. On a donc une hyperventilation avec une augmentation de la fréquence cardiaque et du débit cardiaque. Vous me suivez? Oui. Oui, professeur. Pouvez, Oui? pouvez répéter, s'il vous plaît? Parce Oui? que là, j'ai... Vous avez été un peu distraite? Pas grave. À quel niveau vous voulez? Je reprends d'ici? Vous avez bien compris que l'exposition à l'altitude va entraîner une hypoxie hypobare. Non, à propos de la stimulation des chémorécepteurs, ce qu'elle donne, c'est l'hyperventilation et quoi d'autre? Donc, j'ai été un petit peu... L'activation du système adrénergique. Oui, Comment? c'est bon, je C'est comprends, bon? oui. C'est bon, Donc, il y c'est bon. aura une Merci, merci. hyperventilation, une activation du système adrénergique. Cliniquement, vous allez avoir une augmentation de la fréquence cardiaque avec, pour corollaire, une augmentation du débit cardiaque et une hyperventilation. Donc, cette réaction immédiate, elle va tenter de compenser l'hypoxie en accélérant le flux d'oxygène de l'air ambiant inspiré jusqu'aux mitochondries. Malheureusement, c'est une solution qui n'est que partiellement efficace et en même temps, elle est très coûteuse en énergie. Et il faut savoir aussi que c'est la sensibilité de ces chémorécepteurs qui va déterminer l'intensité de la réponse ventilatoire à l'hypoxie et donc de la capacité à neutraliser la baisse du taux d'oxygène dans le sang. Après quelques heures, il va y avoir ce qu'on appelle des phases d'acclimatation. C'est une phase d'acclimatation, on est au-delà d'une dizaine d'heures, on est dans une situation d'hypoxie qui est prolongée. Donc, les mécanismes d'adaptation vont changer. Donc, si le séjour en altitude va se prolonger quelques jours, il va y avoir une nouvelle forme d'ajustement qui va apparaître. La production, à savoir une production accrue d'hémoglobine et de globules rouges. On aura une polyglobulie. Cette augmentation de la quantité de transporteurs d'oxygène va permettre de ralentir le cœur
et d'économiser un peu d'énergie. Donc la polyglobulie, elle apparaît grâce à la sécrétion d'une hormone par les reins qui est, comme vous le savez, l'érythropoïétine. Donc l'érythropoïèse est stimulée par l'augmentation de la sécrétion d'érythropoïétine dans le tubule proximal rénal, l'évolution de la concentration de l'érythropoïétine lors d'un séjour en altitude, et comme vous le voyez sur le graphe, est biphasique, on aura une augmentation initiale rapide, puis une décroissance progressive. Vous allez augmenter. En fait, l'organisme, il va passer à un autre mécanisme, il va multiplier les transporteurs pour pouvoir capter la moindre molécule d'oxygène qu'il va y avoir au niveau de l'atmosphère. Donc, regardez par exemple, donc on a l'altitude et la durée du séjour et la durée du séjour, et vous voyez bien que l'hémoglobine, qui était au bout de la première 18, après 4 semaines, pour une altitude qui est à peu près de 3500 mètres d'altitude. Pour des plus hautes altitudes, vous voyez que les taux d'hémoglobine, par exemple, pour celles qui approchent, disons, à 5000 mètres, vous avez des taux d'hémoglobine après 8 semaines de séjour. Donc, initialement, elle était à 20, elle peut passer à 24. D'autres ajustements physiologiques vont apparaître, donc sont apparus. On a vu l'hyperventilation qui permet une augmentation de la pression partielle en oxygène artériel et la diminution de la distance de diffusion dans les tissus avec une facilitation du passage de l'oxygène vers les tissus. Donc, la stimulation des chémorécepteurs tend à accroître la ventilation et donc à élever la pression d'oxygène artériel pour rétablir sa valeur au niveau de la mer. Mais on est confronté à un dilemme. La ventilation, elle est régulée non seulement pour maintenir la pression d'oxygène constante, mais elle est aussi régulée pour assurer l'équilibre acido-basique. Et donc, quand il y a une hyperventilation, l'hyperventilation, elle va entraîner une augmentation de l'élimination du CO2 dans l'air expiré. Et comme vous le savez, dans les tissus organiques, le CO2, il crée une solution aqueuse, acide, et lorsqu'il est évacué dans l'air expiré, les fluides organiques, y compris le sang, vont devenir de plus en plus alcalins, ce qui va modifier l'équilibre acido-basique de l'organisme. Vous avez compris? Oui. Je continue. Oui, professeur. Oui. Le CO2 régule la respiration dans le sens opposé à la régulation produite par l'oxygène. Lorsque la pression de CO2 augmente, la ventilation augmente également. Et lorsqu'elle diminue, la ventilation est réduite. Et à l'arrivée en haute altitude, donc toute augmentation de la ventilation provoquée par la faible concentration de l'oxygène dans l'environnement va entraîner une baisse de la pression de CO2, ce qui fait qu'on est en situation d'alcalose qui va s'opposer à l'augmentation de la ventilation. Donc, l'organisme, il ne pourra pas maintenir de façon constante à la fois la pression d'oxygène et l'équilibre acido-basique. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? L'équilibre va être rétabli par l'action des reins
qui vont augmenter l'évacuation des bicarbonates alcalins dans les urines, ce qui va compenser la perte d'acidité par la respiration et contribuer à la restauration de l'équilibre acido-basique. Mais l'excrétion rénale des bicarbonates est un processus lent et qui nécessite un intervalle d'acclimatement ventilatoire. Est-ce qu'il y a des questions? Non, ça va. Oui, dites-moi. Il y a une susceptibilité individuelle. Il y a de ceux qui arrivent à équilibrer et de ceux, après, vous allez voir les situations pathologiques qui vont survenir. Tout dépend. Tout dépend de l'individu, de son état de santé au préalable, de sa carte génétique. C'est ce que je vous ai dit. Dans les pathologies liées à l'altitude, il n'y a pas ça, c'est comme ça. C'est chacun comment il va réagir. C'est pour ça que l'aptitude médicale, elle va être elle doit être très rigoureuse. La décision doit être prise avec une grande rigueur. Tous les examens nécessaires doivent être faits. C'est vraiment, on est en plein dans le médico-légal. Hein. Qui va l'emporter, c'est du cas par cas. Si chez un individu en bonne santé, qui est bien suivi, qui a une bonne hygiène de vie, qui est bien entraîné, oui, après tout se passe bien, ça passe. Voilà. Donc, le processus d'acclimatement permet à la ventilation d'augmenter en réponse à une faible pression d'oxygène artériel malgré une diminution de la pression de CO2. À mesure que la ventilation augmente et que la pression de CO2 diminue avec l'acclimatement en altitude, il en résulte une augmentation concomitante de la pression d'oxygène dans les alvéoles pulmonaires et le sang artériel. C'est ce que vous me disiez. Je pense que vous avez la réponse. Celui qui a la chance de pouvoir s'acclimater, c'est tant mieux pour lui. Celui qui n'y arrivera pas, eh ben, il fera l'objet des pathologies qu'on étudie. Le temps nécessaire à l'acclimatement va augmenter avec l'altitude. La compensation rénale met beaucoup plus longtemps pour se produire lorsque l'augmentation de la ventilation et des ajustements acido-basiques est plus forte. Alors, toujours dans les réactions du système respiratoire, les échanges entre l'air alvéolaire et le sang. L'oxygène inspiré dans les alvéoles pulmonaires diffuse à travers la membrane alvéolo-capillaire selon un gradient alvéolo-artériel en oxygène. Plus la pression en oxygène est faible, plus le gradient est faible, moins la diffusion sera facile. Donc en hypoxie, ce gradient va être diminué et la diffusion de l'oxygène va être beaucoup moins rapide qu'en normoxie. Vous suivez? Oui. C'est un facteur qui va être important lors d'un exercice musculaire en altitude. Donc cette différence va diminuer en altitude en raison de l'augmentation de la courbe de dissociation de l'oxyhémoglobine. Donc, en altitude, il va y avoir une modification de l'affinité de l'hémoglobine de l'oxygène. Donc, comme vous le savez, la courbe de dissociation de l'oxyhémoglobine montre généralement la capacité d'extraction d'oxygène des alvéoles ainsi que la capacité d'oxygénation des tissus. Donc, on sait que l'oxygène inspiré dans les alvéoles pulmonaires va diffuser à travers la membrane alvéolo-capillaire selon le gradient alvéolo-artériel. L'oxygène va être ensuite pris en charge par l'hémoglobine et transporté dans la circulation générale jusqu'au tissu où il va être libéré pour être utilisé au niveau des mitochondries.
Donc, l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène va être variable, c'est-à-dire que sa capacité de fixation de l'oxygène va être plus ou moins forte en fonction de plusieurs paramètres. La pression partielle en oxygène, la pression partielle en CO2, le pH, la température et cette enzyme que je ne saurais vous reprendre, qui est une enzyme libérée par les tissus en hypoxie. Donc, une modification de l'affinité va se traduire par un déplacement de la courbe. Tout en retenant qu'un déplacement vers la droite pour une même pression partielle en oxygène, on aura une saturation plus faible, donc l'hémoglobine va relarguer plus facilement l'oxygène. On dit que son affinité est diminuée. Lorsque la courbe, elle a un déplacement vers la gauche, ça traduit une augmentation de l'affinité. Quand on est en altitude, donc dans les altitudes modérées à élevées, très précocement après l'exposition à l'hypoxie, on aura un déplacement de la courbe de dissociation vers la gauche, donc il va y avoir une plus grande affinité pour l'oxygène due à l'alcalose et à l'hypocapnie. Mais après quelques jours d'acclimatation où l'alcalose se compense, mais pas l'hypocapnie, on observe une translation de la courbe vers la droite, ce qui va favoriser une meilleure oxygénation des tissus qui paraît bénéfique malgré la diminution d'extraction d'oxygène de l'air alvéolaire. Par contre, en très haute altitude, l'hypoxie est telle que la courbe est plutôt déplacée vers la gauche pour favoriser un maximum l'extraction du peu d'oxygène qui va être présent dans l'air inspiré. Pour les réactions cardiovasculaires et circulatoires, on a vu qu'un séjour en altitude s'accompagne de l'exposition à diverses modifications environnementales, froid, exercice, isolement, dont la plus contraignante pour l'organisme est l'hypoxie. Mais on a vu que le système cardiovasculaire, il possédait des mécanismes efficaces d'acclimatation au manque d'oxygène. C'est la stimulation du système adrénergique. Donc l'hypoxie va activer le système adrénergique, va induire une tachycardie. Cette tachycardie, elle se réduit avec la prolongation du séjour en altitude. On dit qu'il y a une désensibilisation du système adrénergique. Cette désensibilisation, elle entraîne une diminution de la fréquence cardiaque maximale et une protection du myocarde contre un déséquilibre énergétique potentiellement dangereux. Parce que tout à l'heure, vous vous souvenez, on avait parlé de cette stimulation du système adrénergique, on avait parlé de l'hyperventilation, et on avait dit que pour le cœur, cette stimulation, c'est vrai qu'elle va arriver à compenser un temps par l'augmentation de la fréquence cardiaque et l'augmentation du débit cardiaque, elle va pouvoir lutter contre l'hypoxie, mais que c'était une activité qui était à un coût d'énergie qui était très, très élevé. Et donc, après quelques temps, il va y avoir une acclimatation en procédant à une désensibilisation du système adrénergique. Alors, la diminution de la réponse chronotrope cardiaque à la stimulation adrénergique. Donc, endogène, on aura à l'exercice musculaire, la fréquence cardiaque est plus basse pour la même concentration de noradrénaline. Et exogène, lors d'un test à l'isoprénaline, la fréquence cardiaque est plus basse pour la même dose d'isopropyline. Ça, c'est du domaine de la recherche. Donc, qu'est-ce qui explique cette désensibilisation du système adrénergique? Il y a plusieurs hypothèses. D'ailleurs, ici, on vous dit les mécanismes possibles. On a constaté qu'il y avait cette désensibilisation
mais le mécanisme physiopathologique, il n'a pas encore été tout à fait déterminé et actuellement, on est toujours à l'ère des hypothèses, à savoir que c'est une désensibilisation des récepteurs bêta-adrénergiques qui est due à l'hyperactivité adrénergique. Deuxième hypothèse, c'est une augmentation de l'activité vagale. Troisième hypothèse, c'est une augmentation de l'activité de la bêta-adrénergique par l'adénosine. Et enfin, on a l'altération du couplage protéine G et adénylate cyclase. Ce sont des hypothèses. Alors, qu'en est-il de la pression artérielle en altitude? Donc, quelle va être la réaction cardiovasculaire et circulatoire en matière de pression artérielle? Eh bien, c'est étonnant, mais il y a peu de modifications de la pression artérielle systémique. L'hypoxie, comme vous le savez, elle a un effet vasodilatateur sur les vaisseaux périphériques. Donc, la pression artérielle systolique systémique peut quand même augmenter légèrement chez certains sujets en début de séjour. Pour les performances physiques aérobies, la consommation d'oxygène maximale par les muscles, donc s'agissant de cette performance aérobie en altitude, on a constaté qu'il y avait une baisse des performances physiques aérobies qui était accompagnée d'une désaturation artérielle à l'exercice. Donc la consommation d'oxygène s'améliore très peu avec l'acclimatation, car malgré l'augmentation du taux d'hématocrite, le transport maximal d'oxygène vers la périphérie diminue, car la fréquence cardiaque maximale va diminuer. Le débit coronaire, donc à des altitudes modérées. Il n'y a pas de questions? Je continue? Oui. Oui. À des altitudes modérées, le débit coronaire augmente peu, car l'extraction d'oxygène par le myocarde augmente légèrement. On a constaté une vascularisation qui était plus importante au niveau du myocarde. Et elle a été constatée chez les sujets qui ont bénéficié d'un acclimatement. Pour ce qui est de la vasoconstriction pulmonaire hypoxique, donc la vasoconstriction pulmonaire hypoxique va entraîner une hypertension artérielle pulmonaire qui va se majorer à l'exercice en position allongée ou chez certains sujets sensibles qui sont ainsi exposés au développement d'un œdème pulmonaire de haute altitude. Le cœur, il n'est pas en cause dans la physiopathologie de cet œdème, dont les deux éléments principaux sont l'hypertension artérielle pulmonaire et aussi l'augmentation de la perméabilité capillaire. Toujours dans les réactions cardiovasculaires, on a une augmentation du débit sanguin cérébral. Pour ce qui est les effets de l'hypoxie sur la circulation, on a constaté des réactions vasomotrices différentes qui vont provoquer une redistribution du débit sanguin au bénéfice des régions vitales, le cerveau, le cœur, bien sûr le foie, alors que d'autres vont être le siège d'une vasoconstriction, la peau, les muscles, les reins. L'hypoxie va provoquer une vasodilatation au niveau des coronaires et de la rétine. Les vaisseaux rétiniens vont être dilatés et ils peuvent être le siège d'hémorragie. La production accrue de globules rouges et la baisse du volume plasmatique aggravée par la déshydratation va être responsable d'une augmentation de la viscosité sanguine. Il peut en résulter donc des perturbations de la microcirculation qui vont favoriser l'apparition des thromboses et des gelures. Est-ce que vous arrivez à suivre? Oui, ça Ça va. va, oui.
Ça va? Oui, oui. J'espère que vous retenez. Donc, en résumé, si on résume ces réactions cardiovasculaires et circulatoires, on a stimulation adrénergique permanente, mais protection progressive par désensibilisation des bêta-récepteurs adrénergiques. On a une fonction systolique qui est préservée, même à des altitudes extrêmes. On aura une vasodilatation coronaire, une augmentation de la pression artérielle pulmonaire. On n'a pas ou peu d'augmentation de la pression artérielle systémique et on aura une vasodilatation cérébrale transitoire avec vasoconstriction rénale. En hypoxie aiguë, on a une stimulation des chémorécepteurs, hyperventilation, hypocapnie, alcalose. Après, on aura la stimulation des centres sympathiques bulbaires, on aura une hyperactivité adrénergique. Et on aura une aggravation de l'hypoxémie à l'exercice, il y aura une baisse des performances aérobies. Ça récapitule ce que j'ai dit. En hypoxie prolongée, après quelques jours, on a vu qu'il y avait une acclimatation. L'acclimatation, elle est d'abord ventilatoire. Donc l'hyperventilation, on a une moindre hypoxémie, hypocapnie. L'hypocapnie persiste, l'alcalose, elle est compensée, mais une moindre désaturation avec une moindre désaturation à l'exercice. La stimulation des centres sympathiques bulbaires va persister. On aura une hyperactivité adrénergique, mais avec une désensibilisation des récepteurs adrénergiques. On aura toujours cette acclimatation, une stimulation de l'érythropoïèse avec polyglobulie, une baisse des volumes plasmatiques, ce qui aura pour conséquence une hémoconcentration avec hyperviscosité. Les réactions du système nerveux, on a vu les réactions du système cardio-circulatoire, les réactions respiratoires. Maintenant, on va voir le système nerveux. On va avoir une atteinte des capacités cognitives. La motricité volontaire va être perturbée. On va avoir une modification de la vision. On aura une élévation modérée du tonus oculaire par augmentation du débit sanguin. L'acuité visuelle, elle va être diminuée parce que l'altitude va provoquer un myosis qui est responsable de la diminution d'acuité aux faibles luminances, mais sans effet en éclairage normal. La vision nocturne, elle va être perturbée. Le champ visuel périphérique va être rétréci à partir de 4500 mètres, de 15 degrés. La vision binoculaire va être fortement perturbée. Le sens chromatique est également altéré en hypoxie. Les potentiels évoqués visuels vont montrer une latence augmentée des ondes. On a aussi, pour les réactions du système nerveux, une modification du sommeil en altitude, mais ça n'est observé qu'à partir des altitudes de 3500 mètres. Donc, on aura une augmentation de la latence d'endormissement. Le sommeil lent profond va être diminué. Il y a des réveils intercurrents qui seront plus fréquents avec une conservation du sommeil paradoxal. Donc, les effets de l'hypoxie sur la respiration et les poumons, l'hypoxie va entraîner une hypertension artérielle pulmonaire qui, associée à l'augmentation du débit cardiaque, va entraîner d'importantes modifications de la circulation du sang dans les poumons. L'hyperventilation induite par l'hypoxie va générer une alcalose respiratoire qui va gêner la circulation cérébrale. La vasoconstriction hypoxique engendrée par la diminution de la pression
d'oxygène alvéolaire conduit à une hypertension artérielle pulmonaire chronique associée à des remaniements de la structure des artères. Donc, cette hypertension artérielle pulmonaire va avoir des répercussions cardiaques, en particulier une hypertrophie ventriculaire droite qui est due à l'augmentation de la post-charge. Au cours de l'acclimatation normale, la DRS augmente, le volume plasmatique diminue, mais l'eau totale augmente. L'ensemble des liquides circulants vont se déplacer de la périphérie vers le centre et vont contribuer encore à la surcharge de la circulation pulmonaire. Chez des sujets mal adaptés, les mouvements de l'eau et des ions sont perturbés dans le sens de la rétention hydrique. Et donc, on va observer des œdèmes de la face et des extrémités. La baisse de la pression hygrométrique associée à l'hyperventilation va augmenter les pertes en eau par les voies respiratoires et favoriser la déshydratation. Pour la fonction digestive, les sécrétions digestives, surtout la sécrétion gastrique, sont susceptibles d'être diminuées par l'hypoxie. Donc, il existe une diminution du tonus et de la force des contractions. Les troubles digestifs les plus fréquents sont le ballonnement, diarrhée, constipation, perturbation de l'appétit. Il serait dû à une diminution enzymatique. Et donc, je termine cette première partie en disant que l'altitude est un environnement hostile à l'être humain. Les risques encourus sont nombreux et peuvent concerner de multiples fonctions de l'organisme. L'étude des réponses à court terme à l'hypoxie d'altitude permet de voir qu'il y a mise en jeu de réponses dont certaines sont adaptées, telles l'hyperventilation, la tachycardie et d'autres non, l'hypocapnie, l'alcalose, la vasoconstriction hypoxique. On observe une grande variabilité interindividuelle dans la réponse, ce qui fait que les conséquences pathologiques des réponses défavorables et donc la tolérance à l'altitude varient selon les individus. Et je vous remercie. Merci à vous, Merci à professeur vous, Liane. Merci à vous. Merci à Moi, vous, j'ai l'impression que professeur. j'ai été un peu speed. Ça n'a pas été trop rapide.